Il y a bien longtemps, un puissant groupe d'individus a commencé à piller les ressources de ruines antiques qu'ils auraient mieux fait de laisser tranquilles. Les gardiens des ruines n'ont pas du tout apprécié et ont relâché une horde de monstres anciens pour les punir. Ces monstres étaient de véritables cauchemars ambulants, et ils ont réussi à chasser le moindre mineur du site. Les monstres ont vécu parmi les humains pendant un certain temps, mais notre monde ne leur convenait pas. Alors ils se sont progressivement transformés en entités spirituelles. Pour survivre, ils se sont mis à chercher des autres humains auxquels s'accrocher. Retour à notre époque, et la ville a l'air plus lugubre que jamais sous une tempête incessante. Les infos tournent en boucle avec des avertissements sur des formes de vie mutantes qui attaquent les gens, disant à tout le monde de rester à l'abri. C'est un jour de pluie à la sortie de la station de métro de la ligne 1. Un train entre en gare, totalement ignorant du chaos qui se prépare à l'intérieur. Dans les rames, l'air est lourd de l'épuisement et de la déprime des trajets bondés. Au beau milieu de tout ça, il y a un mec avec ses écouteurs, qui a l'air d'être dans son propre monde. Lui, c'est Kinonz, un jeune diplômé qui essaie juste de kiffer sa musique et d'ignorer la foule. C'est pas vraiment un premier de la classe. Il a foiré ses études et s'est fait jeter par sa famille. Du coup, il a atterri ici juste pour galérer et survivre. Un agent de sécurité monte la garde pas loin, mais un truc terrifiant rampe juste derrière lui. L'atmosphère s'alourdit d'un coup. Juste dans le dos du garde, une ombre massive se dresse, avalant les dernières miettes de lumière dans la rame. Un monstre ours géant aux yeux rouges est littéralement en train de souffler dans le cou du garde pendant qu'il pique du nez debout. Ses crocs acérés dégoulinent de bave. Les passagers à côté commencent à capter, et leur visage vire au blanc pâle, terrifiés. Soudain, toute la rame explose en hurlements alors que les gens se bousculent pour fuir la bête. Quelqu'un hurle de faire gaffe, et Kinonz retire ses écouteurs, ayant l'air plus saoulé qu'autre chose. Il se dit intérieurement que cette ville est vraiment trop chiante à gérer parfois. Mais là, il voit un mec étendu mort sur le sol dans une mare de sang. Le monstre ours commence à démolir la rame, hurlant qu'il va tout pulvériser sur son passage. La panique atteint son paroxysme quand tout le monde réalise qu'ils sont coincés avec une forme de vie mutante maléfique. Ces esprits anciens se nourrissent de la noirceur dans le cœur des gens et les transforment en ces monstres. Cet hôte a clairement été bouffé par la rage, et maintenant c'est juste une bête décérébrée obsédée par la destruction. Il pète complètement un câble, prêt à massacrer quiconque se mettra en travers de sa route. Kinonz fixe la scène, choqué. Il a vu ces trucs dans des vidéos, mais en vrai, c'est 1 000 000 de fois plus flippant. L'interphone du train annonce calmement la prochaine station, pendant que les gens se battent pour leur vie. Le monstre explose un passager à travers une vitre comme s'il pesait que dalle. Les gens sont balancés comme des poupées de chiffon alors que la bête charge à travers la rame. Les portes s'ouvrent enfin, mais c'est un goulot d'étranglement total. Les passagers commencent à se piétiner, essayant désespérément de se frayer un chemin pour sortir. Kinonz se fait violemment bousculer par la foule en panique. Le quai de la station se transforme en zone de guerre avec des gens qui hurlent à l'aide. Sacs à main et téléphones sont abandonnés sur le sol ensanglanté pendant que tout le monde s'enfuit. Kinonz cherche son souffle, en sueur, réalisant à quel point ça craint. Il lève les yeux et voit le monstre se tenir au-dessus de plusieurs personnes qui n'ont pas survécu. La bête rugit encore qu'elle va démolir des tombes et récupérer ses terres. Kinonz en déduit que l'hôte devait être une sorte de voyou professionnel qui a laissé ses émotions le transformer en monstre. Il repère une porte ouverte et se dit qu'il a juste besoin de trouver le bon moment pour se tailler. Mais là, il remarque une vieille dame terrifiée et une petite fille recroquevillée dans un coin. Kinonz se prépare à bouger, repensant à ses jours d'athlétisme à la fac où il n'a jamais rien gagné. Mais il n'est pas le seul à observer. Une paire d'yeux luisants mate le chaos depuis les ombres. Une voix mystérieuse ricane dans l'obscurité, ayant enfin trouvé le petit gars qu'il cherchait. « Ah ! Par ici, connard !» hurle Kinonz, attirant toute l'attention sur lui. Il fonce devant la bête, l'éloignant de la foule avant qu'elle puisse blesser quelqu'un d'autre. Il enchaîne les insultes pour s'assurer que le monstre reste focus sur lui. Il se retrouve coincé face aux portes du train et réalise qu'il n'est plus aussi rapide qu'avant. Le monstre ours le domine de toute sa hauteur, prêt à démolir sa nouvelle cible. À l'abri derrière les portiques de sécurité, la petite fille hurle pour que quelqu'un sauve le mec courageux qui les a secourus. Un coup massif le percute, et Kinonz crache une gerbe de sang. L'impact le fait voler à travers la rame et l'écrase violemment contre le sol. Il gît par terre, en sang, luttant pour ne pas tomber dans les pommes. Le monstre grogne, s'approchant pour l'achever. Kinonz capte qu'il est dans une merde noire. Il a complètement foiré ses calculs de survie. Il lève les yeux et voit la vieille femme et la fillette qu'il a sauvées, se disant qu'au moins, elles sont à l'abri maintenant. C'est la fin ? Je vais vraiment crever ici ? Se demande-t-il alors que tout commence à devenir noir. La petite fille est hystérique, suppliant les gardes d'y retourner, mais ils sont concentrés sur l'évacuation des civils. La capitaine d'infanterie débarque et ordonne à son équipe de ne pas bouger. La forme de vie mutante est leur priorité absolue. Une épaisse énergie noire et visqueuse commence à suinter du train, déferlant à la fois vers lui et vers le monstre. Il n'en revient pas de sa poisse. Faire un truc de bien pour une fois et finir comme ça. Il serre le poing, ses ongles s'enfonçant dans le sol glacial. Il n'est pas encore prêt à lâcher l'affaire,
Sa vie vient à peine de commencer, même si ça a été un désastre jusqu'à présent. Au fond de son esprit, les souvenirs d'une vie entière d'échecs remontent à la surface. Il se souvient d'avoir été une déception chez lui, toujours comparé au gamin parfait des voisins pendant qu'il guéquait. Il repense au harceleur qui se servait de lui pour se marrer et appelait ça de l'amitié. Et puis il y a eu la fille qu'il kiffait, qui lui a dit qu'il était destiné à être un putain de raté avant de lui tourner le dos. La douleur et l'humiliation débordent, et il crache encore plus de sang, carburant à la pure rancœur. Il halète, luttant pour rester éveillé. Une seule pensée résonne dans sa tête, « Je veux gagner. » Juste une fois. Le monstre ours lève un poing pour le fracasser. À ce moment-là, un torrent d'énergie noire fonçait droit sur eux. Kin 11 lâche un rugissement désespéré, un dernier cri pour vivre et gagner. À l'instant précis avant que le coup ne s'abatte, une âme de dragon doré a foncé droit devant et a plongé dans le corps de Trani, en prenant le contrôle. L'énergie crépite autour de lui, rendant l'air électrique. L'esprit du monstre ancien se manifeste pleinement, rigolant et disant que ça faisait un bail. Kin 11 fixe l'esprit, incrédule, persuadé que c'est une sorte d'hallucination de mort imminente. Il pense qu'il a des visions pendant que sa vie fout le camp. Mais l'esprit lui lâche que c'est pas une illusion et qu'une mort de merde, c'est pour les autres, pas pour lui. Une armure noire et dentelée commence à pousser sur sa peau, fusionnant avec son corps. La prochaine attaque du monstre ours est déviée sans le moindre effort. Maintenant partiellement transformé, Kin 11 bloque le poing de la bête et contre-attaque avec une force de dingue. Il se tient là, complètement transformé en guerrier démoniaque, pendant que l'esprit lui promet le pouvoir dont il a toujours rêvé. Kin 11 transformé toise son ennemi avec un sourire menaçant, ayant enfin le pouvoir de riposter. Le monstre ours est amoché et terrifié par ce retournement de situation brutale. D'un seul coup de poing dévastateur, Kin 11 envoie l'énorme bête s'écraser à l'autre bout de la rame de métro. Il inspecte ses nouvelles griffes, sentant la puissance incroyable qui les traverse. L'esprit du monstre ancien en lui explique que ses griffes sont conçues pour trancher le lien entre un hôte et son parasite. Il se prépare à frapper de nouveau, l'air autour de lui crépitant d'énergie sombre. L'heure de l'opération a sonné. Ricane-t-il, bondissant en avant à une vitesse aveuglante. Il vise le cœur de la bête, promettant de libérer l'hôte humain de son fardeau monstrueux. Une frappe nette déchire la forme physique du monstre, relâchant un torrent d'énergie noire. L'hôte humain s'effondre sur le sol du métro, sa transformation enfin annulée. Il suffoque et vomit, son corps rejetant les derniers restes du parasite. L'esprit de l'ours est forcé hors du corps du mec, se manifestant sous la forme d'un fantôme bleu paniqué. Kin 11 regarde l'ours spectral droit dans les yeux, le saluant comme un vieux pote. L'ours fantôme lâche un rugissement silencieux et terrifié alors qu'il essaie de fuir pour sauver sa peau. Mais aucune échappatoire possible. Kin 11 tend la main et chope l'esprit en plein vol. Il cloue l'entité qui se débat au sol, s'assurant qu'elle ne puisse pas s'échapper. Pour lui, ce n'est pas juste un monstre. C'est de la bouffe de première qualité. Il ouvre grand les mâchoires, prêt à terminer son repas. D'une seule énorme bouchée, il avale l'esprit de l'ours tout cru. Il s'essuie la bouche avec un air de pur dégoût, se marrant du terrible arrière-goût. Les soldats se rapprochent, hurlant que la cible est droit devant. Au premier plan, Kin 11 se tient transformé, ses nouvelles cornes et son armure sombre marquant clairement qu'il n'est plus humain. Il leur lance un regard noir, réalisant que le département de la sécurité est déjà à ses trousses. Le protagoniste grogne alors que le poids de la situation lui tombe enfin dessus. La transformation n'est pas stable. Kin 11 galère à garder le contrôle, suppliant que le changement s'arrête au pire moment possible. Son visage commence à se fissurer, révélant ses traits humains sous le masque monstrueux. Il fixe ses mains, maintenant dotées de griffes rouges létales. En croisant son reflet dans la vitre du métro, il voit enfin ce qu'il est devenu. Il se prend la tête entre les mains, paniqué, hurlant alors que la réalité de sa mutation s'impose. Au beau milieu de la rame, il panique à cause des cornes sur sa tête pendant que les soldats derrière lui sont tout aussi paumés, se demandant c'est quoi ce cosplay de l'enfer. Les unités masquées n'hésitent pas et braquent leurs armes sur l'anomalie. Kin 11 jette un œil au mec qui était l'hôte du monstre ours, maintenant juste une coquille vide affalée sur un siège. Il regarde ses griffes, halluciné d'avoir été celui qui a terrassé la bête. Une tête de dragon spectral apparaît derrière lui, expliquant calmement que c'est lui qui lui a sauvé la vie. En voyant l'hôte baver, Kin 11 flippe d'avoir commis un meurtre, mais l'esprit lui dit que le gars est juste tombé dans les pommes. Le silence est brisé quand les soldats ouvrent le feu. Des balles traçantes fusent pendant que le garçon se faufile dans la rame exiguë. Il saute au plafond, exigeant de savoir qui est cette voix et pourquoi elle contrôle son corps. L'entité ignore ces questions, insistant sur le fait qu'ils doivent d'abord se tirer de là. Une fléchette l'atteint à l'épaule, et l'esprit fait remarquer que leur synchronisation n'est pas encore parfaite. Une autre le touche droit dans le cul. Il couine, se plaignant que ça chatouille en fait. Le voyant insensible, les soldats captent que leurs tranquillisants sont inutiles. L'un d'eux sort une grenade paralysante,
espérant sonner la cible. Qin 11 se prépare à sauter, alors que l'esprit lui dit de le laisser s'occuper du sale boulot. Un sourire féroce s'étale sur son visage, alors que le monstre prend le contrôle total. Il se propulse dans les airs, pendant que les explosions secouent le train. D'un revers nonchalant, il dégage une grenade et lance un adieu moqueur aux soldats. Il fracasse la vitre du métro et fonce vers le monde extérieur. Le verre explose vers l'extérieur, forçant les soldats à se protéger les yeux. Il traverse les barrières en force, bougeant avec une vitesse qu'aucun humain ne pourrait égaler. D'un seul bond massif, il franchit les voies et file vers les toits de la ville. Dehors, la station est un bordel de fumée et de sirènes alors que des renforts débarquent. Un chien gris renifle le sol près des pieds d'un officier au gradé. La capitaine d'infanterie entre en scène, l'expression sévère en demandant si la cible a été arrêtée. Son équipe rapporte que la cible est bien plus agile que prévu. Elle prend très mal la nouvelle, traitant toute l'escouade de bande de ratés. Le chien, Bufeng, s'approche pour renifler l'hôte inconscient. La capitaine fixe la vitre brisée par laquelle la cible a pris la fuite. Elle dit à Bufeng qu'ils n'ont plus le temps et qu'elle veut des résultats fissa. Le chien lâche un bâillement et décide qu'il est temps d'arrêter la comédie. Son visage se tord et se déforme, se transformant en un truc beaucoup plus humanoïde. Bufeng se débarrasse de sa peau d'animal, révélant un homme pâle et décharné accroupi sur le sol. Il enfile une veste, avouant qu'il reste généralement en forme de chien car c'est plus abordable. La capitaine trouve juste que c'est plus efficace pour la communication. Bufeng et la capitaine d'infanterie examinent les dégâts. En se basant sur les marques de griffes, le mystique est certain qu'ils ont trouvé leur gars. Il en déduit qu'un esprit fraîchement formé dans un nouvel hôte est instable, il n'a pas pu aller bien loin. La capitaine met les choses au clair. Le bureau de la sécurité est un boulet, mais elle pourrait carrément utiliser un talent comme Bufeng à ses côtés. Bufeng n'est pas intéressé par un poste fixe, préférant garder son indépendance. Il explique que chaque mystique est unique et n'est pas fait pour rejoindre une organisation particulière. Soudain, il s'arrête net, faisant signe de fermer sa gueule un instant. Il s'assoit direct dans la rame de train pour commencer son taf. La capitaine n'est pas ravie de ce délai, mais il lui coupe la parole. Il est occupé à capter l'énergie de la cible. Il ajoute une condition. Trouver ce mec va lui coûter un supplément. Elle ne sourcille pas, promettant qu'il sera grassement payé. Bufeng ferme les yeux, plongeant dans une transe profonde. Une aura étrange commence à irradier de son corps, remplissant la rame de métro. À des kilomètres de là, ces ondes d'énergie parcourent les rues de la ville, traquant l'intrus. Qin 11 est toujours en mouvement, sa forme monstrueuse avalant la distance à chaque foulée. Il jette un œil en arrière, sentant un poids invisible l'écraser. Dans le train, l'effort est visible sur le visage de Bufeng alors qu'il pousse ses pouvoirs à la limite. Il parvient à établir le contact, mais ce qu'il trouve n'est pas un simple esprit. C'est un truc bien plus ancien et terrifiant. Le mystique grimace, son esprit vacillant sous la puissance brute qu'il vient de toucher. Une vision horrifique d'une bête aux yeux multiples surgit dans son esprit. Il a essayé de s'arracher à cet état, haletant et ayant l'air complètement bouleversé. La sueur coule sur son visage alors qu'il réalise l'ampleur de ce qu'il chasse. Dans sa tête, l'esprit du dragon se fout de sa gueule, traitant sa technique de pistage de putain de glos. Bufeng reste tremblant, la rencontre l'ayant vidé physiquement. Il lève les yeux vers la capitaine, confirmant qu'il a enfin localisé la cible. Ses yeux se plissent avec un focus de prédateur. Bufeng s'affale, épuisé, marmonnant qu'il a trouvé. La capitaine se prépare immédiatement à mobiliser ses forces. Le mystique est tellement cramé qu'il arrive à peine à lever la tête. Elle aboie des ordres pour qu'une équipe médicale s'occupe de lui pendant qu'elle se prépare à bouger. Elle le chope par le col, exigeant la position exacte avant qu'il ne tombe dans les pommes. Il réussit à cracher les mots « District 9 ». Elle prend un instant pour digérer l'info et planifier son prochain coup. La capitaine appelle son spécialiste, un type connu uniquement sous le nom de l'écureuil volant. Le speedster se met en position basse, prêt pour la chasse. Dans un flash d'énergie bleue, il disparaît, ne laissant qu'une onde de choc dans son sillage. La capitaine le regarde partir avec un sourire en coin, sûr que personne ne peut distancer son meilleur agent. L'écureuil volant file à travers les toits de la ville comme un éclair. Loin au-dessus, Qin 11 bondit toujours d'un gratte-ciel à l'autre. Son côté humain refait enfin surface, et il demande à l'esprit combien de temps il compte encore squatter son corps. L'esprit réplique en lui disant qu'ils sont inséparables maintenant. Ils font partie du même tout. Qin 11 n'est pas franchement emballé par le deal, surtout parce qu'il a le vertige de fou et qu'il commence à avoir la gerbe. L'esprit se fout de ses plaintes, le prévenant que redescendre c'est du suicide avec des sorciers potentiels au cul. Qin 11 hurle, désespéré de retrouver la terre ferme avant de dégobiller son déj. L'esprit du dragon engueule Qin 11 pour sa panique alors qu'ils sont encore en l'air. Qin 11 a l'air absolument terrifié alors que le sol se rapproche à toute vitesse. Il gesticule dans sa forme monstrueuse, incapable de contrôler sa descente en piqué. Il se fracasse violemment à travers plusieurs structures, finissant par s'écraser dans un tas d'ordures dans une ruelle étroite. Gémissant de douleur, il se redresse doucement,
sentant l'impact total de la chute. L'esprit à l'intérieur le traite de crétin fini, lui rappelant que son armure est la seule chose qui l'a empêché de crever. L'énergie de l'esprit étant épuisée, la peau de monstre se dissipe, laissant Qin 11 livré à lui-même pour le moment. Qin 11 remonte sa capuche et commence à marcher, ignorant les questions de l'esprit sur l'endroit où il compte aller. Il laisse une traînée de sang de monstre sur le trottoir pendant sa fuite. Pas loin, un vieil homme se fait harceler par des gardes en armure du bureau de la sécurité. Il supplie qu'on l'épargne, jurant qu'il n'est qu'un civil affamé. Qin 11 observe depuis les ombres, le cœur battant à la chamade en voyant la brutalité du bureau. Il a des sueurs froides, captant que si ses gardes aux yeux rouges le trouvent, il est vraiment dans la merde. Il reste planqué alors que l'escouade de soldats passe devant sa position. Les rues de la ville sont chargées de la tension d'une chasse à l'homme active. Une fois la voie libre, il lâche un long soupir de soulagement, heureux de ne pas avoir encore été grillé. Il fait profil bas, jetant un œil de derrière une grosse benne à ordures pour checker s'il y a d'autres patrouilles. L'esprit suggère de foncer vers un refuge près de la tour de l'horloge pour se planquer et se regrouper. Il le prévient que sa baraque n'est plus sûre. Le bureau de la sécurité ne laissera rien passer. Quand l'esprit lui demande s'il s'inquiète pour quelqu'un qu'il a laissé derrière, l'expression de Qin 11 change d'un coup. Il commence à pleurer, réalisant qu'il a oublié de supprimer son historique de navigation et les dossiers sensibles de son disque dur. L'esprit hallucine complètement qu'il s'inquiète pour ses films porno alors que sa vie est en jeu. Qin 11 continue sa route dans les ruelles désertes, ressentant le poids de sa nouvelle réalité. Il s'arrête net, sentant que quelque chose ou quelqu'un l'observe d'en haut. En une fraction de seconde, plusieurs rayons d'énergie luisants s'allument autour de lui. Un poursuivant a surgi du ciel, ses bottes bougeant avec agilité tandis qu'il sautait et bondissait. Tran y était complètement surpassé par cette vitesse. Le mec s'est même servi de son corps comme d'un tremplin. Un homme masqué aux yeux rouges flamboyant le fixe, lui ordonnant de ne plus bouger d'un pouce. Le poursuivant se perche la tête en bas sur un tuyau, annonçant d'un ton moqueur à Qin 11 qu'il est en état d'arrestation. Avec une agilité incroyable, l'homme bondit de son perchoir, réduisant la distance en un clin d'œil. Il atterrit gracieusement, bloquant efficacement le passage de Qin 11. L'antagoniste, connu sous le nom du démolisseur, lui propose un marché, lui livrer l'esprit parasite et il pourra retrouver sa liberté. Qin 11 serre les dents. L'esprit le pousse à se battre, sachant que la liberté est la dernière chose qu'on lui accordera. Décidant de faire confiance à la voix dans sa tête, Qin 11 accepte de combattre avec lui. Le démolisseur croit qu'il s'est rendu et lui ordonne de se mettre à genoux. À la place, Qin 11 fonce en avant avec un rictus, traitant l'esprit d'enfoiré sans cœur pour l'obliger à se battre. Il balance une bonne droite en plein dans la face du chasseur masqué. Le gars bronche à peine, qualifiant avec mépris l'attaque de Qin 11 de mouvement chiant et prévisible. Comprenant qu'ils ont besoin de plus de puissance, l'esprit matérialise un gantelet dentelé et lumineux sur la main de Qin 11. Qin 11 ressent une montée de puissance et remercie l'esprit pour la nouvelle arme. Il frappe à nouveau, la nouvelle arme brillant d'une lueur rouge féroce au contact de la garde ennemie. La force du coup fait tituber le démolisseur, surpris par cette augmentation soudaine de force. La ruelle explose sous une onde de choc d'énergie alors que les deux combattants s'affrontent de toute leur force. Qin 11 admire l'arme dentelée sur sa main, l'appelant à tort un poing américain, bien que l'esprit le corrige direct en lui disant que c'est une griffe. L'esprit explique que ce n'est pas n'importe quelle arme. C'est un outil divin forgé par ses anciens compagnons du monde des esprits. L'expression du démolisseur se durcit alors qu'il déclare que s'en prendre à un officier de sécurité est un crime grave, faisant officiellement passer la situation à une arrestation musclée. Les yeux de Qin 11 brillent d'une nouvelle détermination alors qu'il refuse de céder sa liberté ou son compagnon, s'attirant un rare compliment de l'esprit. Se sentant plus en confiance que jamais, Qin 11 défie le chasseur au combat, hurlant qu'il est enfin chaud et prêt à tout donner. Les yeux du chasseur brûlent d'une lueur rouge menaçante alors qu'il jure que Qin 11 paiera très cher d'avoir choisi la voie de la rébellion. L'hôte écureuil-garou bondit hors des ombres, exigeant qu'il se rende. Ao hurle un avertissement alors que l'attaquant fonce sur eux depuis le haut. Qin 11 encaisse un coup violent et se fait plaquer contre le mur. Il s'est remis sur ses pieds après ce dernier coup, pendant qu'Ao continuait de lui conseiller de viser les jambes. Qin 11 reprend son souffle, sachant qu'il doit améliorer son temps de réaction. Des griffes rouges jaillissent de ses mains alors qu'il se prépare à passer à l'offensive. Il s'élance avec une frappe puissante, mais l'écureuil-garou est prêt. Une contre-attaque envoie Qin 11 s'écraser dans un tas de poubelles. Ao se matérialise à côté de lui, lui disant de pas s'en faire puisqu'il est là pour l'aider. Qin 11 pète un câble, disant à l'esprit de fermer sa gueule avec ses conseils de merde. Ao lui rappelle gentiment qu'il est la raison pour laquelle ses os ne sont pas en miettes à l'heure qu'il est. L'écureuil-garou ne leur laisse pas le temps de souffler et repart direct à la charge. En cherchant une contre-stratégie, les yeux de Tran Yi se sont posés sur un extincteur. Sans une seconde d'hésitation, il a tendu le bras, attrapé l'extincteur et l'a balancé droit sur l'écureuil-garou. Dans un éclair de ses griffes, l'écureuil-garou a tranché le cylindre en plein vol, le fendant en deux. L'extincteur tranché a explosé en un brouillard aveuglant, masquant tout ce qu'il y avait autour.
Depuis l'intérieur de la brume, la voix de la bête a grondé. « Tu es vraiment une putain de nuisance. » Alors que l'écureuil-garou balayait le brouillard du regard pour trouver sa cible, Trâne a soudainement bondi à travers la fumée, hurlant sa frustration de se retrouver sans arrêt forcé dans ses bastons. Les deux s'échangent une rafale de coups, aucun n'étant prêt à reculer. Avec de puissantes frappes de ses griffes boostées par Ao, Kinonz a implacablement submergé son adversaire, le forçant dans un état de défense constante. L'impact est massif, forçant la créature à déraper sur l'asphalte. L'écureuil-garou trébuche, pris totalement au dépourvu par ce rythme infernal, tout en galérant à garder l'équilibre. Il baissa les yeux sur son propre corps, réalisant que ses griffes lui avaient infligé un paquet de blessures partout. Haletant lourdement, Kinonz capte qu'il en a encore sous le capot. Soudain, une énergie violette a commencé à tourbillonner autour de l'écureuil-garou, alors que sa folie atteignait son point de rupture. Kinonz regarde, horrifié, la bête jurait qu'elle va le mettre en pièces. En observant la transformation se dérouler, Ao a capté qu'ils affrontaient un hétéromorphe et a lâché un rire tonitruant face à cette découverte. Mais le temps leur manquait pour ce combat. En regardant au loin, Ao a remarqué que l'agence de sécurité avait déployé une flotte de drones pour rejoindre la traque. Ao l'a pressé de frapper maintenant pour interrompre la transformation de l'ennemi, expliquant que l'esprit parasite essayait de prendre le contrôle total de son hôte. Kinonz porte un autre coup, brisant l'équilibre délicat entre l'homme et le monstre. Il réalise que son attaque a carrément sectionné la connexion entre les deux. Le visage de l'hôte se tord de douleur alors que la synchronisation commence à foirer. Des pics d'énergie noire jaillissent de l'écureuil-garou, refusant de lâcher son réceptacle. Le monstre rugit, exigeant que Kinonz lui donne l'esprit à l'intérieur de lui. En fixant la transformation, Kinonz était hanté par les souvenirs de la tragédie cauchemardesque dans ce train. Ao remarque que le désespoir de l'hôte a déclenché une bestialisation complète. La créature massive fonce avec un rugissement assourdissant. Avec sa force et sa vitesse désormais totalement transformées, Kinonz s'est retrouvé absolument incapable de riposter. Une rafale de coups est arrivée de face puis de dos dans un éclair d'ombre vacillante, ne laissant que de puissantes ondes de choc qui percutaient directement le corps de Kinonz. La vitesse terrifiante du loup mutant a généré une vague d'énergie sombre qui a balayé la ruelle. La bête écureuil-garou s'est enroulée en une boule tournoyante mortelle, chargeant droit sur lui comme une flèche létale. Ao hurle de bouger à gauche, et Kinonz évite de justesse le tourbillon mortel. Serrant les dents, Kinonz entend l'avertissement d'Ao selon lequel aucun d'eux ne pourra tenir ce rythme longtemps. Kinonz glisse sur le bitume, plantant ses talons pour stopper son élan. Il hurle qu'il est temps de tout donner, le visage tordu de détermination. Il a poussé ses griffes en avant, se préparant à bloquer l'élan de l'orbe tournoyant. Arg! Kinonz lâche un cri et a glacé le sang en jetant chaque once de sa force pour retenir la bête. Des yeux luisants signalent qu'Ao se manifeste, l'esprit du dragon fusionnant avec sa volonté. Avec une soudaine explosion de puissance, Kinonz balance l'écureuil-garou en arrière, échappant de justesse à un coup fatal. L'impact est brutal, envoyant l'autre écureuil-garou valser dans la rue, dépassant des passants terrifiés. S'essuyant la sueur du front, Kinonz expire pendant qu'Ao se marre de leur coordination parfaite. Un sourire confiant s'étire sur ses lèvres alors qu'il réalise la puissance dingue qu'ils ont ensemble. Mais en balayant du regard la zone à l'extérieur de la ruelle, tout ce qu'il restait était un camion avec une énorme bosse sur sa remorque. La bête s'était volatilisée dans les airs. Kinonz scrute la zone, cherchant le moindre signe de son adversaire. La panique s'empare des passants alors que Kinonz capte que l'écureuil-garou a encore disparu. Au-dessus de la ruelle étroite, une ombre sombre bondit entre les toits, traquant sa proie. Kinonz capte un mouvement du coin de l'œil et lève la tête. Soudain, l'énorme écureuil-garou apparaît juste devant lui, les yeux brillants d'intention meurtrière. Kinonz n'hésite pas, balançant ses griffes chauffées à blanc dans un large arc de cercle. Un nuage de poussière et de débris explose là où la créature se tenait à l'instant. Ses yeux s'écarquillent de choc quand il réalise qu'il vient de frapper une image rémanente. Une voix murmure juste derrière son oreille, le narguant sur le fait qu'il a déjà perdu. Avant qu'il ne puisse réagir, l'écureuil-garou enroule un bras surpuissant autour de son cou. Kinonz serre les dents alors que l'étranglement se resserre, réalisant qu'il est acculé au pied du mur. Sa vision commence à se troubler, et il sait qu'il n'est qu'à quelques secondes de tomber dans les vapes. L'écureuil-garou lâche un rire de victoire, célébrant déjà sa capture réussie. S'accrochant à son dernier lambeau de conscience, Kinonz s'efforça de demander si l'exosquelette était dispo. Mais Ao l'avertit qu'il était encore en train de recharger son énergie. De la bave s'échappe du coin de sa bouche alors que sa conscience commence à s'envoler. Regardant la mort en face, Ao a offert de sincères excuses, avouant qu'il avait vraiment apprécié le peu de temps qu'ils avaient passé ensemble. L'esprit le remercie d'avoir été un si bon hôte avant qu'ils ne disparaissent tous les deux. D'un coup sec, les yeux de Kinonz s'ouvrent en grand, refusant d'accepter la défaite tout de suite. Il hurle qu'il est trop tôt pour les adieux et se prépare pour un ultime coup du désespoir. Avec une éruption soudaine de puissance latente, il a décoché un coup d'une tonne directement dans son propre estomac. Le coup était d'une telle violence qu'il a fait perdre complètement connaissance à Kinonz. Alors que sa conscience s'estompait dans le néant,
Cela a forcé l'esprit d'Ao à se manifester hors du corps de l'autre. En voyant l'esprit d'Ao se manifester, la bête a immédiatement relâché Qin 11 et a chargé droit sur lui. Une énorme explosion d'énergie jaune foudroie l'écureuil-garou en pleine mâchoire. Les mâchoires de la bête se sont refermées sur rien d'autre qu'une image rémanente. Ao a ricané face à ce pathétique rongeur, avant de replonger dans le corps de Qin 11 comme un éclair. Avec un net crépitement d'énergie, l'assimilation a commencé, fusionnant l'esprit et l'hôte en un seul être. Les yeux de Qin 11 ont brillé d'une froide lumière bleue, alors que sa puissance a été totalement réinitialisée. Il s'élance dans les airs, ses griffes brillant d'un pouvoir de rupture divin. Il déclare que ce coup mettra fin au cauchemar en tranchant le lien parasitaire une bonne fois pour toutes. Le coup de grâce atterrit avec un fracas sourd qui fait trembler le sol, une croix d'énergie brûlant dans l'ennemi. Qin 11 retombe sur ses pattes, le regard fixé sur le monstre vaincu. L'écureuil-garou est consumé par un nuage de fumée sombre et tourbillonnante alors que le combat touche enfin à sa fin. Étendu, vaincu, dans la poussière, l'hôte écureuil-garou halète, incrédule, incapable de piger comment il a pu se faire rétamer. Un crépitement d'électricité emplit l'air alors que le dragon d'énergie violette s'envole, laissant Qin 11 seul dans la ruelle jonchée de débris. En fuyant le corps de l'hôte, l'esprit de l'écureuil a commencé à vaciller et à paniquer, sa forme devenant instable. Il a frôlé Qin 11 dans une fuite désespérée, laissant derrière lui une faible traînée violette. Fixant l'esprit en fuite, Ao a commenté leur évasion de justesse et a engueulé Qin 11 pour avoir été si imprudent. Mais Qin 11 n'en avait rien à foutre, ripostant direct et demandant pourquoi le dragon n'avait pas juste bouffé l'ennemi sur le coup. L'esprit ancien s'est retrouvé sans voix face à l'attitude de son hôte. Ses yeux brillants fixaient la route devant eux avec une expression illisible. En marchant vers la lumière au bout de la ruelle, l'esprit ancien a balayé l'idée, affirmant qu'il préférait de toute façon la bouffe humaine. Mais Qin 11 a parié sarcastiquement que le dragon n'aurait même pas pu choper l'ennemi de toute façon. Leur pas résonne dans la rue silencieuse alors qu'ils quittent la scène du combat. Laissé pour compte dans les ombres, l'hôte écureuil-garou galère à se relever, maudissant l'échec de sa mission. Soudain, une escouade de soldats en armure lourde aux optiques rouges luisantes émerge de l'obscurité, armes braquées et prêts à tirer. Frustré et coincé, l'hôte écureuil-garou exige qu'il contacte immédiatement le capitaine Bu pour faire un rapport de la situation. L'un des soldats le fixe de haut en bas, visiblement paumé par la mention du capitaine. Le soldat l'informe froidement qu'il n'est pas le bienvenu dans le 9e district tout en pointant son énorme canon à énergie sur l'autre. Une déflagration violente secoue la ruelle, l'impact laissant un cratère carbonisé là où se tenait l'intrus. Loin de là, un gratte-ciel monolithique perce les nuages d'orage, les éclairs illuminant sa façade élégante et moderne. À l'intérieur du centre de commandement high-tech, des huiles militaires se rassemblent autour d'un affichage holographique pendant que Ming Liang, le gouverneur du département de la sécurité, note la fréquence croissante des attaques de symbiotes rebelles. L'hologramme met en évidence différents points chauds à travers la ville alors qu'un autre officier fait remarquer que l'équipe du capitaine Bu monopolise toutes les opérations majeures. Ming Liang, présenté comme le gouverneur du département de la sécurité, est un homme âgé au sourire large et menaçant, avec un œil violet luisant, qui félicite sarcastiquement le « grand héros » de la ville de Xi'an. La capitaine d'infanterie, une femme blonde au regard perçant et calculateur, reste silencieuse en observant la discussion. Zhang Shen, un mec avec les cheveux verts gominés en arrière présenté comme le commandant du 9e district, se demande pourquoi les forces de la capitaine ont empiété sur sa juridiction. Il pointe du doigt les données sur l'écran, soulignant que la mission de capture actuelle n'est qu'une étape vers la sécurisation du symbiote insaisissable pour l'analyser. Zhang Shen lâche un rire moqueur, trouvant la difficulté de capturer un symbiote si costaud assez amusant. Il se fout de l'idée de mobiliser le département entier pour ce qu'il considère comme du menu fretin, qualifiant l'opération d'abus total. La capitaine d'infanterie ferme les yeux, masquant son irritation face à l'attitude condescendante du commandant. Zhang Shen intervient, révélant que l'opération était aussi un test sur le terrain pour un nouveau projet qu'il a autorisé, et dit à Zhang Shen de ne pas se mêler des affaires internes du 9e district. Choquée par la révélation, la capitaine d'infanterie se tourne vers le gouverneur, haussant le ton en posant des questions sur la nature de ce nouveau projet. Avec un rictus suffisant, Ming Liang explique que les hautes sphères ne font confiance qu'à l'équipe Bu pour des missions aussi critiques, laissant les autres sur la touche. Il essaie de l'amadouer en suggérant que le commandement de la 11e zone non affectée lui reviendra au final, la pressant de ne pas être aussi impatient. Serrant les dents, la capitaine d'infanterie lutte pour garder son sang-froid face à un favoritisme aussi flagrant. Saoulée par ses manœuvres politiques, elle met fin brutalement à la réunion, invoquant des obligations officielles en s'éloignant avec ses gardes. Marchant dans les couloirs stériles, elle reste perdue dans ses pensées, le visage assombri par la frustration. Son téléphone vibre, et elle décroche avec un ton sec. « Allô ? C'est qui ?» À l'autre bout, la voix du mystérieux grand mystique, Bu Feng, lui propose ses services pour retrouver sa cible, bien qu'il exige un prix exorbitant pour son aide. Qin 11 essaie de se fondre dans la masse alors qu'il se faufile dans les rues bondées de la ville la nuit. Il sort son téléphone et voit le pire.
La ville est en état d'urgence, et sa tronche est sur la liste des personnes recherchées. Il tape sur les détails, captant dans quelle merde profonde il s'est mis. La base de données a tout. Son nom, son âge et son nouveau statut d'hôte de symbiote. Le monstre ancien apparaît à côté de lui, se moquant du fait qu'il est devenu une célébrité qui a perdu sa liberté. Une notification apparaît pour le forum Yégilin avec des dizaines de nouveaux postes de l'Underground. Kin 11 fixe l'écran, cherchant désespérément la moindre piste qu'il pourrait exploiter. Il clique sur l'icône du forum, espérant que le réseau de la communauté locale aura des réponses. Le forum est un bordel d'histoires de fantômes et de rapports sur des gens qui pètent un câble à cause des parasites. AO a ricané devant le slogan Arby du site web qui parlait de poulets sauvages et de phénix, le qualifiant de pure connerie. En voyant la réaction d'AO, Kinonz a expliqué le sens caché. Ça symbolisait un forum renaissant de ses propres cendres, destiné à ne jamais vraiment crever. C'est un centre d'infos pour les bas-fonds de la ville, mais pour le moment, la survie est le seul truc qui occupe son esprit. Il sait qu'il doit trouver le refuge de la tour de l'horloge pour comprendre comment extraire ce truc et redevenir humain. Vivre avec un parasite pour le reste de ses jours n'est pas une option qu'il est prêt à accepter. Kin 11 a continué. Quelqu'un vient de poster que les autorités coupent l'intégralité du réseau de communication. Paniqué, il s'apprête à éteindre son téléphone pour rester hors des radars. Le dragon le traite d'abruti, lui faisant remarquer que même un téléphone éteint borne encore sur les antennes locales. Il lève les yeux et capte qu'il est trop tard. Une douzaine de canons d'armes le verrouillent déjà. Une escouade complète des forces de sécurité l'encercle en plein milieu d'un passage piéton. N'ayant nulle part où fuir, il laisse le monstre ancien prendre le contrôle, les ombres enveloppant son corps. Il se transforme complètement, enfermé dans un exosquelette sombre aux allures de dragon. Les yeux de la bête en armure brillent d'une féroce lumière jaune alors qu'elle évalue la menace. Les soldats ne se posent pas de questions, ouvrant le feu avec leurs fusils à énergie. Kinonz est trop rapide, devenant flou et frappant avant même qu'ils ne puissent ajuster leur visée. Il lance une série de lames circulaires de son armure qui déchirent les airs. Il taille en pièces l'escouade avec des entailles lumineuses, ne laissant que des étincelles et du métal broyé dans son sillage. En quelques secondes, l'unité de sécurité entière est neutralisée. Mais c'est alors qu'un robot capitaine d'infanterie en armure lourde s'est avancé, lui barrant la route. Le robot capitaine a pointé son énorme canon de bras, chargeant avec un bourdonnement distinct alors qu'une lumière bleue clignotait. Un rayon colossal est tiré, fonçant droit vers l'hôte en armure de dragon. Il arrive tout juste à faire un pas de côté pour esquiver le projectile qui hurle en le frôlant. La décharge d'énergie rate sa cible et continue sa course dans la rue déserte. Il ne leur laisse pas la chance d'un deuxième tir, sautant directement sur l'unité lourde. Un coup de griffe surpuissant s'écrase directement sur le blindage renforcé du capitaine. D'un seul coup tranchant, il a coupé le robot net en deux. AO a râlé que ces trucs n'étaient rien de plus qu'une nuisance qui bloquait leur chemin. Il pique un sprint vers la vieille tour de l'horloge qui domine les toits de la ville. À l'intérieur, l'air est lourd de poussière alors que le vieux bois craque sous son poids. À nouveau sous forme humaine, il explore l'intérieur massif et vide de la tour. Alors qu'il passe devant des rouages géants rouillés, le monstre lui assure qu'ici, il est officiellement hors des radars. Il a poussé la porte, permettant à un flot de lumière de se déverser dans la pièce plongée dans le noir absolu. Kinonz s'arrête, réalisant qu'il a enfin atteint le bout du chemin pour sa fuite. Ses crocs ont traîné sur le sol alors qu'il entrait dans la pièce, soulevant des nuages de poussière antique. À l'intérieur de la tour de l'horloge obscure, le monstre ancien sent que quelque chose bouge autour d'eux dans l'ombre. Ses yeux luisent en flash alors qu'il dit à Kinonz qu'ils sont accueillis par quoi que ce soit qui se trouve ici. Kinonz lève la tête, paumé, pendant que le dragon lui dit de lire à voix haute les mots sur le mur. Il récite l'incantation, appelant les flammes de l'abîme à purifier son cœur et à bannir le mal. Au moment où il termine l'incantation, les débris et les livres commencent à s'élever du sol et à tourbillonner dans les airs. Un vortex massif d'énergie bleue jaillit au centre de la pièce, le laissant pantois quant à ce qui se passe. Le monstre explique que l'incantation a activé la barrière du refuge, les coupant totalement du monde extérieur. Un flash aveuglant de lumière engloutit l'espace alors que la magie opère. Soudain, la tour délabrée est remplacée par une pièce propre et meublée, et Kin 11 n'en croit pas ses yeux. Des esprits bleus luisants, avec des regards malveillants, émergent des coins sombres de la nouvelle pièce. Ils déboulent de derrière une porte coulissante, chargeant droit sur lui. D'autres petits fantômes surgissent du plancher, encerclant ses pieds. Les esprits l'assaillent, leurs minuscules formes bleues brouillant sa vision. Ils s'agglutinent sur son corps en un tas énorme, et il galère à les repousser. Il cherche son souffle, sentant le poids des esprits qui commencent à l'étouffer. Kinonz hurle qu'il se casse tout en essayant de s'en débarrasser. Une onde d'énergie dégage la zone autour de lui, mais il reste sur ses gardes. Une femme avec de longs cheveux argentés observe depuis les ombres, commentant que les esprits bavent juste sur son corps. Il fait volte-face, exigeant de savoir qui est là. Elle s'avance dans la lumière avec une clope à la main, faisant remarquer à quel point la vie est dure pour un hôte symbiotique. Avant même qu'il ne puisse réagir, elle a soudainement trébuché et s'est vautrée sur le sol avec un gros bruit sourd. La femme, Sir King, s'est remise sur ses pieds en galérant,
mettant ça sur le compte de son mauvais contrôle aérien tout en grimaçant à cause de la chute. Pensant qu'elle n'est qu'un agent de plus du bureau de la sécurité, Qin 11 décide que c'est l'occasion de contre-attaquer. Il fonce sur elle toute griffe dehors, ignorant la tentative désespérée du dragon de lui dire qui elle est vraiment. L'expression de Sir King devient glaciale alors qu'elle suit facilement son mouvement. Elle a bloqué sa frappe d'une seule main, clouant sa jambe en l'air et le submergeant d'une vague colossale d'énergie bleue. Il était complètement figé, incapable de bouger un seul muscle sous le poids écrasant de sa puissance brute. Elle fait un geste nonchalant, le soulevant dans les airs comme une marionnette. Elle l'engueule pour son manque de respect et pour avoir foutu le bordel chez elle. Qin 11 grogne de douleur, incapable de se libérer de cette emprise invisible. Le dragon panique, hurlant qu'il s'excuse et l'appelle « Sir King » avant que ça ne dégénère. Elle le toise, les yeux pleins d'autorité et d'une pointe d'amusement. D'un revers de main, elle le laisse tomber sans ménagement sur le sol. Il reprend son souffle, la gorge encore brûlante à cause de la pression qu'elle lui a mise. Debout au-dessus de lui, elle demande s'il pensait vraiment que le monde extérieur serait plus sûr qu'ici. Il capte qu'elle s'adresse directement au monstre en lui et se demande si c'est aussi un autre. La tête du monstre ancien surgit pour le prévenir que c'est un maître des arcs suants de plus de 100 ans. Sans attendre de réponse, elle a tendu la main et a utilisé son pouvoir pour le soulever à nouveau dans les airs. Un changement dans l'air le fait tituber alors qu'elle démontre sa maîtrise de l'espace. Elle sourit, le jaugeant et décidant que son réceptacle humain ferait un parfait larbin. Elle lui propose une place sous son toit, mais seulement s'il accepte de faire la bouffe et la lessive pour elle. Qin 11 n'est pas franchement emballé par l'idée, lui disant de trouver quelqu'un d'autre pour jouer la bonne. Sir King se penche tout près, le regard froid en demandant à Qin 11 s'il pense vraiment avoir le choix. Le monstre ancien murmure d'un ton pressant à Qin 11, le suppliant de dire un truc sympa vu qu'ils n'ont aucun moyen de pression ici. Toujours aussi rebelle, Qin 11 réplique que malgré son apparence jeune, elle ne peut pas cacher le fait qu'elle est une vieille sorcière sans gêne. Sir King le regarde de haut avec une expression de marbre pendant que Qin 11 se débat et exige qu'elle le lâche. Qin 11 a attrapé le bras de Sir King dans une lutte désespérée pour résister au pouvoir qui s'emparait de son corps. Leurs mains ont commencé à trembler violemment alors que les deux forces opposées s'affrontaient. Le monstre ancien ne peut que fixer la scène avec des yeux ronds, complètement abasourdi par la tournure désastreuse des événements. D'un mouvement gracieux mais puissant, Sir King balaie de la main, envoyant une vague d'énergie qui fait perdre l'équilibre à Qin 11. Il grogne de douleur, plissant les yeux alors qu'il réalise à quel point l'écart de niveau entre eux est colossal. Elle se tient là, calme, pendant que Qin 11 est envoyé bouler en arrière avec un cri de surprise. Il a été envoyé valser en l'air, son corps s'écrasant lourdement contre le plafond. Fumant de rage, il lui a hurlé dessus, la traitant de vieille sorcière, alors que son corps était écrasé encore plus fort contre le plafond. Sir King s'est élevé lentement, dérivant jusqu'à se retrouver juste en face de lui. Sir King l'a fixé, déclarant froidement qu'en tant qu'hôte symbiotique, il doit pleinement comprendre sa propre situation. Elle ajoute que tous les problèmes liés aux autres finissent par remonter jusqu'à elle, et qu'elle ne lui fera pas de cadeau juste parce qu'Ao est à l'intérieur. Elle lui dit de supplier pour avoir pitié s'il espère un jour être pardonné pour son arrogance flagrante. Ao essaie de faire l'intermédiaire, suggérant de discuter autour d'une tasse de thé, mais le mal est déjà fait. La colère de Qin 11 explose, ses yeux brillants alors qu'il pense à quel point ce genre d'humiliation est insupportable. Il a hurlé en retour que c'était elle qui était déraisonnable, même si son pouvoir continuait de le clouer sur place, forçant son corps dans un état de soumission totale. Les derniers mots que Sir King lui a adressés ont été « Va pourrir tout seul », alors qu'elle lui tournait le dos et le balançait par la fenêtre d'une pichenette. Un plan large montre Qin 11 tombant de l'immense cadran de l'horloge, hurlant alors qu'il se rapproche du sol. Il atterrit lourdement, en plein milieu d'une patrouille de soldats en armure du bureau de la sécurité. Il s'écrase directement sur les soldats, les envoyant valser et percutant le bitume avec un gros bruit sourd. Gémissant de douleur, il se tient la tête, maudissant sa poisse d'être tombé sur un autre taré centenaire. Ao se matérialise à ses côtés, l'air déçu en disant à Qin 11 qu'offenser Sir King était une énorme connerie. Qin 11 regarde sa main, se souvenant de la façon dont son coup de paume a failli les séparer, lui et le symbiote. Il a soudainement capté que peu importe son attitude, elle avait vécu pendant plus d'un siècle et connaissait chaque hôte de cette ville sur le bout des doigts. Il se dit que si quelqu'un peut l'aider à redevenir humain, c'est probablement elle. Il s'adosse à un pilier, pendant qu'Ao mentionne que Sir King est d'habitude beaucoup plus gentille et douce. Ao met sa colère sur le compte d'une mauvaise journée, tandis que Qin 11 demande plus d'infos sur sa routine quotidienne. Avec un regard déterminé, Qin 11 déclare qu'il va trouver un moyen de gagner sa confiance. Qin 11 marche le long de la berge, réalisant que son portefeuille a disparu. Il a dû tomber pendant la baston. Il fouille ses poches, mais il ne lui reste que quelques pièces. Il sort son téléphone, mais il commence à biper en affichant une erreur. Un message pop-up indique que son identité a été restreinte. Il a été totalement coupé du système. Se tournant vers Ao, il a pressé de mémoriser rapidement les numéros cruciaux à l'écran avant que l'appareil ne crève pour de bon. Au loin,
des unités de sécurité en armure continuent leur patrouille dans les quartiers périphériques de la ville. Quinonz remonte sa capuche, essayant de faire profil bas. Il sait que le téléphone n'est plus qu'une balise de repérage maintenant. Même s'il l'a depuis des années, c'est trop dangereux de le garder. Il fait ses adieux et balance l'appareil vers la rivière. Le téléphone touche l'eau avec un petit plouf. Il coule lentement dans les profondeurs sombres de la rivière. Des bancs de poissons s'éparpillent alors que l'appareil descend vers le fond. Le téléphone se pose sur le lit de la rivière, son écran brillant toujours avec les coordonnées de Escha. Une étrange créature pâle avec une excroissance en forme de moustache scrute la lumière. La main palmée d'un hétéromorphe monstrueux s'avance pour l'attraper. La créature serre le téléphone et s'éloigne à la nage dans l'eau trouble. De l'autre côté de la ville, des clients sortent d'un med-café très éclairé appelé « Premier Amour ». À l'intérieur, Escha joue la carte de la mignonnerie, faisant un clin d'œil à son maître. Elle fait un petit tour de magie stupide au-dessus de la boisson d'un client pendant qu'il la regarde, complètement sous le charme. Mais à l'instant où elle se retourne, la façade enjouée laisse place à une pure fatigue. Un vieil homme appelé Boss qui en se marre et l'invite à venir s'asseoir à côté de lui. Escha force un sourire. Intérieurement, elle compte les jours, 80 jours à gérer des gros lourds pour rembourser sa dette d'études. Le vieux tend la main et l'attrape, exigeant de l'eau joyeuse. Il fait une tête dégueulasse, se penchant beaucoup trop près. La patience de Escha atteint ses limites. Elle n'en peut plus et claque le verre sur la table, l'éclaboussant en plein visage. Le café plonge dans le chaos alors que les autres maids regardent la scène, choqués. Le vigile a pété un câble, hurlant sur son attitude pendant qu'une autre maid s'excusait frénétiquement en se précipitant pour nettoyer le bordel. Escha sort en trombe par la porte de derrière dans la ruelle, saoulé par ses conneries. Soudain, son téléphone se met à sonner bruyamment. Son manager déboule en hurlant, exigeant de savoir à quoi elle joue. Il la prévient qu'ils ne peuvent pas se permettre de froisser un habitué comme Boskian. Il menace de l'expédier dans les zones non planifiées pour les boulots les plus durs et les plus sales si elle foire encore une fois. Escha regarde son téléphone et capte que Boskian est en fait un pigeon bien gras. Ses yeux brillent d'une lueur de prédatrice. Elle se tourne vers la porte, une aura sombre tourbillonnant autour d'elle. Elle retourne à la table avec de douces excuses, offrant à Boskian une boisson rose spéciale pour se rafraîchir. Le vieux ne perd pas de temps, glissant sa main sur sa cuisse. Escha lui souffle un nuage de fumée violette en plein visage. L'odeur est envoûtante, laissant le mec hébété et bavant. Elle se penche tout près, lui disant de la retrouver après son service. Il est complètement ferré. Dehors, le cœur fluo du club brille sur la rue. Escha révèle son vrai visage. Boss qui en pense qu'elle est douce, mais il va être surpris. Elle laisse tomber le masque, balançant au vieux qu'elle n'est carrément pas celle qu'il croit. Boss qui en hurle de terreur en voyant ce qui se tient vraiment devant lui. Un seul coup l'envoie valser dans les ombres. Il s'effondre sur le sol, complètement KO. Escha se tient au-dessus de sa proie, son esprit monstrueux se dressant massivement derrière elle. Elle fouille dans son portefeuille et ricane. C'est tout ce que t'as. Elle check sa carte d'identité et réalise que Boskian n'était qu'un sous-fifre de la division du renseignement du bureau de la sécurité. Elle a l'air déçue, ayant espéré un pactole bien plus gros. De retour dans une pièce sombre, un téléphone vibre sans arrêt sur une table de nuit. Escha le prend et commence à faire défiler ses notifications. Elle trouve une liste de primes envoyées par le capitaine Bufeng. Quinonz est tout en haut, estimé à 120 000 pièces rouges. Elle reconnaît le visage direct. Il était dans la classe à côté de la sienne à la fac. Pendant ce temps, Quinonz erre dans les rues pluvieuses de la ville, galérant avec le combiné d'une cabine téléphonique. Il dit à Ao que tous ceux qu'il a appelés ont refusé de l'aider. Il en est à ses toutes dernières pièces et n'a plus nulle part où aller. Ao flotte pas loin, le charriant et demandant qu'il reste à appeler, en fait. Quinonz lâche un soupir de fatigue, ressentant le poids de sa situation. Il fixe le téléphone pendant un long moment, hésitant. Finalement, il prend une décision et souffle un nuage d'air froid. Il glisse la pièce dans la fente et commence à composer un autre numéro de mémoire. Il se creuse la cervelle, espérant qu'il reste quelqu'un qui se souvienne de lui. De l'autre côté de la ville, dans un dortoir d'employés, un téléphone sonne sur le comptoir pendant que quelqu'un fait la vaisselle. Escha décroche le téléphone, se demandant qui pourrait l'appeler d'un numéro inconnu. Elle répond à l'appel, la voix prudente mais curieuse. Quinonz se présente, espérant qu'elle ne l'a pas oublié après tout ce temps. Escha est choquée d'entendre sa voix, surtout après avoir vu la prime. Elle passe immédiatement à un ton amical, lui rappelant qu'ils étaient dans le même club à la fac. Elle se souvient l'avoir taquiné sur sa taille quand ils étaient étudiants ensemble. Quinonz explique qu'il a fait tomber son téléphone dans la rivière, c'est pour ça qu'il appelle d'une nouvelle ligne. Intérieurement, Escha est ravie. Son petit plan de pêche avance comme sur des roulettes. Elle remet le club sur le tapis, lui rappelant comment elle l'y avait entraîné à l'époque. Ao lâche un cri furieux juste dans l'oreille de Quinonz,
mais il est trop occupé à parler pour s'en apercevoir. Kin 11 lui dit qu'il doit faire court vu que son temps dans la cabine est limité. Il avoue que les choses sont devenues vraiment dangereuses pour lui et qu'il a désespérément besoin de son aide. Les yeux de Aisha brillent d'une lueur de prédatrice. Elle sait que c'est sa grande chance. Elle accepte de l'aider sans hésiter, jouant le rôle de la camarade de classe fidèle. Kin 11 va droit au but et lui demande s'il peut lui emprunter de l'argent. Aisha réfléchit déjà à la façon d'utiliser chaque ressource pour gagner sa confiance et préparer son prochain coup. Elle lui dit qu'elle doit d'abord régler quelques affaires à elle avant qu'ils puissent se voir. Elle regarde l'horizon de la ville, prévoyant de contacter Bufeng pour une avance sur la prime. Elle se tient sur le balcon, déterminée à rembourser ses dettes et à laisser son ancienne vie derrière elle pour toujours. Sur son balcon, Aisha dit à Kin 11 qu'elle bosse aussi à Shiyuan City et crie « Vas-y Aisha !» pour elle-même. Elle lui dit qu'elle a un peu d'argent de côté et qu'elle peut lui prêter pour l'instant, mais elle prépare toujours quelque chose. Fou de joie, Kin 11 a promis de la rembourser au double, bien que Aisha se soit demandé comment un homme recherché pouvait mettre la main sur une somme pareille. Kin 11 lui dit qu'il ne l'entraînera pas dans sa merde. Elle doit juste laisser l'argent dans un endroit sûr pour qu'il le récupère. Ils se mettent d'accord sur un point de rendez-vous, entrepôt 4 au port de Beiyan, district 9, demain matin vers 7 heures. Aisha fait remarquer que c'est un endroit sûr parce qu'il est désert. Pendant qu'elle parle, le téléphone commence à biper à répétition, signalant la fin de l'appel. Kin 11 réalise que son temps dans la cabine téléphonique est écoulé alors que l'appel coupe. Aisha s'assoit sur la rambarde, disant à la tonalité de rester en sécurité et de ne pas se faire choper par le bureau de la sécurité. Elle se dit intérieurement qu'ils ont chacun leurs propres objectifs. La scène passe à un couloir sombre et étroit alors que Kin 11 s'éloigne. Ao lui demande pourquoi il ne demande pas simplement de l'aide à ses parents. Kin 11 baisse les yeux, le visage dans l'ombre. Il pense au fait qu'il a été seul depuis qu'il est tout gamin. Il se souvient de ne s'être jamais senti en sécurité et d'avoir toujours essayé d'être indépendant. Un souvenir lui revient. Ses parents en train de lui hurler dessus pendant qu'il restait là, petit et blessé. Il dit qu'ils l'ont toujours critiqué ou rabaissé. Il avoue qu'il ne s'est jamais confié à eux, même quand il était blessé, et que demander de l'aide maintenant ne fait que le remplir de culpabilité. Les larmes aux yeux, il dit qu'il ne veut tout simplement plus leur causer de soucis. Le lendemain matin, le soleil brille au-dessus d'un pont. Kin 11 se réveille avec un grand bâillement, l'air crevé de la veille. Il regarde autour de lui, pensant que dormir sous un pont avec un groupe d'inconnus est un truc auquel il n'est toujours pas habitué. Il sent soudain qu'on le tire et lève les yeux. « Hein ?» s'exclame-t-il alors qu'il capte qu'on le soulève. Il se retrouve ficelé et pendu par une corde. Les mecs près de qui il dormait se marrent, lui disant qu'ils l'ont attaché pendant son sommeil pour se faire un peu de thune. Kin 11 les fusille du regard, les traitant de sous-merde. Le chef lui dit de ne pas leur en vouloir parce qu'ils essaient juste de survivre, et ajoute que le bureau de la sécurité devrait arriver d'une minute à l'autre. Les yeux de Kin 11 brillent d'une féroce lueur jaune. « Vous croyez que ça suffit pour m'arrêter ?» grogne-t-il. Avec une explosion soudaine de puissance, les cordes qui le lipettent et volent en éclats. Les mecs sont pris dans un flash aveuglant de lumière jaune. « C'est quoi ce bordel ?» s'écrie l'un d'eux. Kin 11 retombe au sol, entouré d'une aura d'énergie tourbillonnante. Ao lâche un YHW, disant qu'il est chaud bouillant pour la journée après ses étirements matinaux. Les mecs sortent leurs armes de fortune, se criant de ne pas le laisser s'échapper. Un type charge avec une batte en bois, hurlant alors qu'il l'abat sur Kin 11 transformé. Kin 11 n'a même pas pris la peine d'esquiver, laissant la batte en bois s'écraser directement sur sa tête. L'arme en bois se fracasse contre sa peau démoniaque alors qu'il fusille son agresseur du regard. Le mec regarde, choqué, incapable de croire que son arme s'est brisée si facilement. « Quoi ?» halète-t-il. Kin 11 libère une vague d'énergie violette qui envoie les mecs valser dans toutes les directions. Un grand mec musclé s'avance, balançant un lourd bloc de béton au bout d'un poteau. « Poussez-vous. Laissez-moi m'en occuper. » beugle-t-il. Kin 11 s'accroupit, sa forme de monstre brillant de puissance alors qu'il se prépare à contrer. Le grand mec balance son énorme arme, mais l'énergie violette de Kin 11 fend l'air, parant le coup. D'une seule frappe, Kin 11 pulvérise le bloc de béton et fait tituber le grand mec. Il est tombé à la renverse après que Kin 11 ait déchiqueté ses fringues, le laissant à poil. « Oh, maman !» a-t-il hurlé de terreur. Kin 11 domine le chef de toute sa hauteur, exigeant de savoir comment se rendre au port de Beiyan. Le mec se recroqueville de peur, suppliant qu'on l'épargne. Terrifié, le mec lui indique le chemin, lui disant de traverser le pont et d'aller vers le sud en direction du parc Miracle. Kin 11 se tient là, satisfait, pendant que le mec avoue s'être chié dessus. Kin 11 s'éloigne du pont d'un bond, laissant le groupe de mecs dans la poussière. L'un d'eux lui crie après alors qu'il disparaît au loin. Les gens le long de la berge pointent du doigt et hurlent alors qu'ils aperçoivent la silhouette sombre et monstrueuse de Kin 11 passer à toute vitesse. Au fond de l'eau, une créature mutante avec des lunettes de protection récupère le téléphone que Kin 11 a jeté. Sa piste est officiellement froide. À la surface, tout a l'air normal.
Juste une autre plaque d'égout dans une ruelle tranquille. En bas dans les tunnels, Ao suggère de rester sur place. Passer par les égouts est le seul moyen d'éviter les ennuis qui les attendent au-dessus. Un bourdonnement mécanique emplit le tunnel alors qu'une lumière vive balaie les murs. Quelqu'un les cherche. Un drone du bureau de la sécurité plane juste devant leur cachette, ses capteurs rouges scannant chaque recoin. Ao confirme ses opções. Le bureau intensifie ses recherches, et ils utilisent des drones high-tech pour le faire. Le drone continue sa patrouille. C'est clair que même les égouts ne sont plus sur très longtemps. Kin 11 sort d'une bouche d'égout. Ao lui dit de repasser sous forme humaine. C'est plus sûr et ça économise de l'énergie. Il se demande s'il n'y a pas une faille avec ce pouvoir. Il y a toujours une sorte de limitation. Ao explique comment fonctionne leur lien. Tant qu'ils sont ensemble, ils se nourrissent mutuellement. Un repas peut leur durer une semaine. C'est logique. Kin 11 réalise que c'est pour ça qu'il n'a pas eu faim une seule fois depuis hier. Dehors dans la ville, des esprits invisibles de bas niveau dérivent dans la foule comme des fantômes. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont là. Ces esprits sont désespérés. Ils feront n'importe quoi pour trouver un hôte humain et rester en vie. C'est un monde brutal. S'ils ne peuvent pas trouver d'hôte, ils finissent juste comme bouffe pour les esprits plus forts. En regardant les rues bondées, Kin 11 soupire. Esprit ou humain, tout le monde galère au bas de la chaîne alimentaire. Ao blague sur le fait que pour un esprit, trouver un hôte, c'est comme trouver l'âme sœur. Un match parfait, ou presque. Mais ces romances finissent généralement en désastre, brisant l'humain et laissant le monstre aux commandes. L'idée de faire équipe avec un monstre le dégoûte. Il veut juste redevenir un humain normal. Il se souvient des trucs qu'il a vus en ligne avant tout ça. Des histoires de gens sauvés ou trahis. Les forums étaient remplis d'avertissements sur le traitement brutal des hétéromorphes par le bureau de la sécurité. Il a passé des heures à scroller ces communautés cachées, essayant de comprendre dans quoi il s'embarquait. Une vidéo montrait un gars décrivant une machine qui le scannait avec une lumière si vive qu'il avait l'impression qu'elle le mettait en pièces. Le mec était dans un sale état, affirmant que son corps tombait en lambeaux après qu'ils aient forcé son esprit à sortir. Il voulait des explications. Les commentaires étaient un bordel sans nom. Certains avaient de la peine pour lui, tandis que d'autres voulaient juste que tous les hétéromorphes dégagent de leur ville. Voir la haine du public a fait hésiter Kin 11. Venir dans cette ville était-il vraiment une bonne idée? Il s'est adossé en arrière, expirant. Le poids de sa nouvelle réalité commençait à se faire sentir. Xiuan City était une enclave sans loi, un endroit abandonné par l'État et le peuple depuis bien longtemps. Mais la paix était 2 fois plus élevée qu'ailleurs. Il a fait son choix. C'était décidé. Le mec dans la vidéo avait un dernier avertissement. Arrêtez de rêver d'être humain et essayez juste de survivre. De retour dans le présent, il arrive au parc Miracle. Il doit trouver ce paquet avant de se rendre au port de Beyan. L'endroit est un désert. D'étranges rochers flottants pendent dans l'air comme sortis d'un cauchemar. C'est abandonné depuis des années. Il cherche un point en hauteur pour avoir une meilleure vue de la zone. Des rochers massifs dérivent silencieusement au-dessus des ruines, défiant toutes les lois de la physique. Il repère une statue géante en ruine et remarque un vieux texte gravé sur la base. Il dépoussière la plaque pour révéler une ancienne inscription. C'est presque illisible. C'est la statue de la déesse mère. Elle date de milliers d'années. Ao lui raconte que les humains ont détruit ces ruines en creusant pour trouver d'anciennes reliques. C'est leur avidité qui a fait tomber la déesse. Et cette quête de pouvoir est exactement ce qui a déclenché la catastrophe qui a ruiné le monde. Kin 11 lève les yeux. L'événement de la faille. Le nom lui-même porte un lourd fardeau. Il voit des flashs d'une fissure dans l'espace, une déchirure qui a ouvert une porte vers un autre monde. Un monstre terrifiant regarde à travers la faille, marquant le moment où tout a basculé pour l'humanité. Soudain, il a l'impression que sa tête va exploser. Les souvenirs d'Ao affluent, et c'est trop pour lui. Kin 11 lâche un hurlement guttural alors que les souvenirs d'Ao s'imposent dans son esprit, un flot d'histoires anciennes qui le frappe d'un coup. « Je commence enfin à me souvenir de tout », résonne la voix d'Ao, son passé oublié refaisant enfin surface grâce à leurs liens partagés. Il montre à Kin 11 une vision du royaume de la montagne et de la mer. Un monde vibrant où les îles flottantes et la puissance antique étaient partout. C'était un monde de guerre constante, une terre sauvage où seuls les monstres les plus forts survivaient aux luttes sans fin pour la domination. Ao se souvient d'une époque bien avant son arrivée sur Terre, quand il était l'un des meilleurs combattants du royaume dans un cycle de violence perpétuelle. Kin 11 regarde le chaos se dérouler dans la vision, galérant à digérer l'échelle hallucinante du monde qu'on le force à voir. Les bêtes de ce royaume se sautaient toujours à la gorge, se battant pour des territoires et les ressources divines qu'elles gardaient. Kin 11 se retrouve aspiré directement dans le souvenir, debout au milieu d'un désert de poussière stérile alors que sa propre forme change. Soudain, une créature pâle aux crocs acérés s'est jetée sur lui, ses yeux brillant d'une énergie primordiale si féroce que ça semblait terrifiamment réel. Ao identifie l'agresseur comme étant Loup Céleste, un combattant implacable et son plus grand rival dans leur pays natal. Quoi?
À l'aide Qin 11 alors Cao le pousse à riposter et à reprendre la terre qui leur a été volée. Le souvenir passe à une lutte acharnée. À coups de griffes, les deux bêtes utilisant chaque once de leur force et de leurs griffes pour vaincre l'autre. Ils étaient les champions de leurs clans respectifs, engagés dans un combat si puissant qu'il ébranlait les fondations du royaume. Mais au beau milieu de leur combat, le ciel lui-même a commencé à se fissurer, crépitant d'une énergie terrifiante et inconnue. Des failles massives sont apparues sans prévenir, déchirant le tissu de leur réalité et signalant la fin de leur monde. Un puissant vide a commencé à tout aspirer, entraînant bêtes, rochers et arbres dans un vortex sombre et tourbillonnant. Même les créatures les plus fortes ne pouvaient pas résister à l'attraction. Elles ont été arrachées à tout ce qu'elles connaissaient, impuissantes face au vide. Elles ont été recrachées dans le monde des humains, où elles ont muté pour devenir les monstres féroces et géants que les humains ont fini par craindre sous le nom de bêtes anciennes. Une bête aux allures de sanglier, encornant un humain sans défense, montre à quelle vitesse leur arrivée s'est transformée en un massacre sanglant pour les habitants de ce monde. Dans la vision, Qin 11 est habillé comme un mineur. Il est paumé alors que ses collègues mineurs lui hurlent de fuir pour sauver sa peau. Il reste figé au milieu de la grotte, regardant les gens avec qui il est se faire traquer un par un par les monstres fraîchement débarqués. Une tête de bête massive se dresse au-dessus de lui, ses mâchoires assez grandes pour avaler un homme tout entier, les yeux brillants d'une faim primale. Il a à peine le temps de réagir avant que la scène ne soit couverte de sang et de chaos, la puissance des bêtes écrasant complètement les humains. L'arrivée des bêtes a conduit à un conflit massif avec l'humanité, laissant des villages en flammes et des villes en ruines alors qu'elles attaquaient tout ce qui bougeait. Un homme en robe se tient au milieu des décombres, pleurant leur échec à protéger les ressources divines que les bêtes étaient censées garder. Ensuite, les humains ont trouvé un moyen de sceller ces failles, laissant les monstres derrière pour errer sur une planète qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'appeler leur foyer. Les failles ont fini par se refermer, piégeant les bêtes survivantes sur un monde qui les rejetait, elles et leurs formes anciennes. La Terre s'est calmée, mais la guerre avait déjà changé le cours de l'histoire pour toujours, ne laissant aux bêtes nulle part où aller. Un corps gît immobile parmi les décombres. Un froid rappel des vies perdues dans le feu croisé entre deux mondes différents. Qin 11 fixe le travailleur sans vie qu'il incarnait dans la vision, ressentant le poids d'une mort qui n'est même pas la sienne. Une lumière bleue spectrale commence à s'élever du cadavre alors que l'enveloppe physique abandonne enfin dans l'atmosphère de ce monde. Ao explique que leur forme de bête ne pouvait pas survivre ici, les forçant à passer aux formes spirituelles parasitaires qu'il habite aujourd'hui. Ils ne sont pas vraiment morts. Ils ont simplement évolué pour endurer dans un monde qui les rejetait, en attendant le bon hôte. L'esprit d'Ao domine une version plus jeune de Qin 11, un fantôme de la puissance immense qu'il détenait autrefois dans le royaume de la montagne et de la mer. De retour à la réalité, Qin 11 lâche un dernier hurlement de douleur alors que le transfert de mémoire touche à sa fin. Ses yeux s'ouvrent brusquement, brillant d'une énergie bleue féroce qui correspond à la puissance antique dont il vient d'être témoin. Un flash aveuglant de lumière blanche engloutit tout, marquant la fin de la connexion psychique intense. Il se retrouve parmi les ruines de pierre du parc Miracle, la vision antique commençant enfin à s'estomper. Il s'effondre au sol, cherchant son souffle alors que son esprit retourne enfin à son propre corps et à l'époque actuelle. Ao lui raconte qu'après la fermeture des failles, lui et d'autres esprits ont été enfermés dans un espace sombre pendant une éternité avant de finalement s'échapper. Il a essayé de posséder plusieurs humains après son évasion, mais leurs corps l'ont toujours rejeté, incapable de supporter son énergie. Tout a changé quand il a rencontré une jeune sœur King. Elle lui a donné un choix simple, se débrouiller seul et crever, ou venir avec eux. Qin 11 demande pourquoi le département de la sécurité s'acharne autant sur eux, et Ao révèle une vérité sinistre. Ils n'en ont pas seulement après lui, mais après chaque esprit hôte qui habite actuellement ce monde. Ao explique qu'une mission de haut niveau, appelée le « plan de rupture du cocon », a été lancée par le roi Taï, une figure mystérieuse et puissante dont la silhouette plane au-dessus d'une légion de soldats et de bêtes. Le roi Taï est le dirigeant suprême de la cité de l'empereur Cramoisi, commandant ses forces depuis le sommet de l'imposante tour de l'empereur Cramoisi. Alors qu'il marchait à travers les terres sauvages, Qin 11 a ressenti une énergie antique sous ses pieds. Une porte cachée qui pourrait les ramener à la faille et au royaume qu'ils avaient quitté. L'esprit du dragon est scotché de trouver un autre passage vers le royaume de la montagne et de la mer. Un secret que Sir King lui a apparemment caché pendant très longtemps. Le soupçon a commencé à envahir leurs esprits, alors que Qin 11 se demandait pourquoi Chung Li King cacherait une info aussi capitale. Il a réalisé qu'il devait la retrouver pour avoir des réponses, mais d'abord, il devait affronter ce qui l'attendait. Arrivant au bord d'une falaise abrupte, Qin 11 regarde en bas vers le port de Beiyan, la destination où commence son prochain périple. Avec Ao à ses côtés, il se prépare à descendre. Qin 11 est acculé, son esprit tournant à plein régime sous le poids écrasant du choix impossible qui s'offre à lui. Bu Feng tient une seringue avec un sourire glacial, essayant de le convaincre que le bureau de la sécurité est son seul espoir de survie. Dans une vision floue, les voix d'innombrables âmes résonnaient dans sa tête, le suppliant de rendre l'entité pendant que des mains spectrales jaillissaient du vide pour piéger Ao. La pression interne devient physique alors qu'une énergie noire surgit autour de Qin 11, son corps réagissant violemment à l'éveil. Un cri soudain brise la tension,
attirant l'attention de Bufeng sur une petite silhouette accroupie dans l'obscurité. Esha charge, hurlant à Qin 11 de se réveiller avant que les soldats ne se rapprochent. Un flash aveuglant de lumière a explosé alors qu'une voix venant des profondeurs de son subconscient a résonné, le poussant à résister à la transformation et à s'accrocher à son humanité. Au plus profond de son subconscient, Qin 11 a tendu la main vers Ao, assiégé, et leurs deux volontés ont enfin commencé à s'entremêler pour ne faire qu'une. Bufeng s'est approché avec l'aiguille, mais la dernière image dans son subconscient était Ao, ayant enfin réussi à se libérer de la nuée d'esprit. L'énergie crépite dans l'air alors que le corps de Qin 11 commence à briller d'une puissance féroce et instable. La force brute de l'onde de choc fait reculer Bufeng, protégé uniquement par son propre instinct. Alors que la fumée se dissipait, elle a révélé Qin 11 dans une armure sombre et élégante, ayant l'air incroyablement badass et prêt à affronter les androïdes de sécurité. Bufeng est resté figé, incrédule. Son plan parfait est parti en fumée alors que la cible se libérait brusquement de son contrôle. Au milieu du chaos, un androïde survivant attrape Esha, la gardant en otage pour gagner du temps. Derrière un masque de bioarmure, les yeux de Qin 11 brillent d'une nouvelle détermination, il ne livrera Ao à personne. Le sang-froid de Bufeng finit par craquer, son visage se tordant de choc face à la puissance brute qui émane du garçon. C'est la résonance, une deuxième étape de l'évolution déclenchée quand l'hôte et le parasite partagent enfin une seule et même conviction. Qin 11 serre le poing, ressentant un niveau de force et d'unité avec Ao qu'il n'aurait jamais cru possible. Il ne s'agit plus seulement de l'armure. Il peut maintenant manipuler l'énergie et exploiter cette puissance directement via son propre corps. Bufeng capte l'ampleur de ce à quoi elle a affaire, maudissant le fait que son trophée ait évolué sous son nez. Esha s'excuse en larmes de l'avoir vendu juste pour acheter sa propre liberté, mais Bufeng ne voit en elle qu'un petit outil bien pratique. Bufeng se moque de leur lien, mais Esha riposte, refusant de laisser la femme qu'il a piégée avoir le dernier mot. Piégée par les machines, Esha réalise que ses techniques de séduction habituelles ne vont pas marcher sur ses corps mécaniques sans âme. Qin 11 prend un instant pour se stabiliser, essayant toujours de piger l'étendue de ce que son nouveau corps peut vraiment faire. Bufeng perd patience et ordonne à ses unités d'ouvrir le feu et de l'abattre à tout prix. Qin 11 passe à l'action, ses mouvements devenant totalement flous alors que les androïdes lâchent un barrage de tirs d'énergie. L'entrepôt se remplit de tirs mécaniques, mais le jeune en armure est déjà ailleurs. Il bouge à une vitesse aveuglante, se faufilant entre les tirs croisés comme s'ils étaient à l'arrêt. Esha l'avait prévenu concernant les canons électromagnétiques mortels, mais les troupes de Bufeng n'arrivaient même pas à le verrouiller. Saoulé par les interférences constantes de Esha, Bufeng a ordonné aux androïdes de sécurité de la bâillonner et de la faire taire une bonne fois pour toutes. Esha ne peut que regarder, bâillonnée et impuissante, l'entrepôt se transformer en une véritable zone de guerre. Qin 11 a sauté par-dessus la machinerie lourde, sa cible clairement en vue. Il s'abat avec une frappe chirurgicale, écrasant la tête d'un androïde contre le sol en béton. Une explosion massive d'énergie bleue illumine la pièce. La forme de résonance palpite de lumière alors que Qin 11 se prépare pour la prochaine vague. L'androïde s'est figé net, ses systèmes détraqués en captant que ces tirs d'énergie n'avaient absolument aucun effet sur le corps de Qin 11. Qin 11 se positionne comme un mur de fer, les plaques de son armure scintillant sous la chaleur du combat. Bufeng hurle à ses unités de déployer leur puissance de feu maximale. Une salve concentrée d'énergie s'écrase sur le sol, créant une explosion massive de lumière et de débris. Le bâtiment entier tremble sous l'impact, de l'énergie s'échappant par les nouvelles fissures dans les murs. Loin au-dessus du chaos, un nouveau joueur entre dans la danse, debout sur le toit avec une encre géante sur l'épaule. Le chasseur d'Outsider observe à travers les décombres avec un sourire tordu, se marrant du carnage qui se déroule en bas. Le chasseur d'Outsider à moustache vérifie son matos, souriant en envoyant les coordonnées à son boss, pressé de rejoindre la baston. Dans le district 9, un officiel au visage glacial prend l'appel, ordonnant à ses hommes de récupérer l'esprit hôte et de buter quiconque se mettra en travers de leur chemin. Il écrase un cristal dans sa main, les yeux brûlants d'irritation alors qu'il décide de s'occuper des fouteurs de merde en personne. Une explosion soudaine envoie d'énormes morceaux de béton voler dans les airs. Bufeng et ses gardes robotiques sont pris de court par cette violence soudaine, leur environnement masqué par la fumée qui s'élève. Esha regarde en silence, les yeux écarquillés de terreur alors que la situation échappe à tout contrôle. Debout dans son armure violet foncé, Qin 11 sent la puissance brute de la résonance le traverser alors qu'il s'adapte à sa nouvelle forme. Il fait jouer ses griffes, ses yeux luisants fixés sur les menaces restantes alors qu'il déclare que le vrai combat commence maintenant. Avec une accélération fulgurante, le jeune en armure fonce sur l'unité de sécurité la plus proche. Il porte un coup dévastateur, son poing crépitant d'énergie alors qu'il s'écrase sur le châssis de l'androïde. Qin 11 fait des saltos en l'air, éliminant une autre machine pendant que les gardes survivants se démènent pour organiser une attaque coordonnée. Son regard reste froid et focus, ses yeux violets perçant à travers le chaos de l'entrepôt. Esha se débat contre ses liens, des appels à l'aide étouffés s'échappant de derrière son bâillon alors que les androïdes resserrent leur prise. Qin 11 reste bas,
fonçant à travers la pièce avec la ferme intention d'atteindre son ami. Il devient un tourbillon de coups, affrontant plusieurs machines dans une tempête d'étincelles et de métal. Le héros en armure serre les dents, poussant son corps amélioré à ses limites absolues. Une lourde chaîne s'enroule autour de son torse, un androïde essayant de le clouer au sol par pure force mécanique. Il ne bronche même pas, ses doigts en armure se refermant sur l'acier froid de la chaîne. Malgré les ordres des gardes exigeant sa reddition, Kinonz tire sur la chaîne, traînant les lourds robots vers lui. Il campe sur ses positions au centre de l'entrepôt, se préparant pour la prochaine vague des forces du bureau. D'un coup sec et puissant, il fait tournoyer la chaîne, fracassant les unités de sécurité les unes contre les autres comme des jouets. Une explosion secoue le sol alors que d'autres unités arrivent, l'onde de choc manquant de renverser l'androïde qui retient l'otage. Kinonz esquive une rafale de tirs d'énergie, ses mouvements fluides et précis dans le feu de l'action. Un tir de canon déchire la fumée, frôlant le jeune en armure alors qu'il poursuit son assaut. Un rayon aveuglant d'énergie pure illumine toute la pièce. Bufeng bondit au cœur de l'action, sa vitesse rivalisant avec celle de l'outsider en armure alors qu'elle réduit la distance. Elle lui grogne dessus, les yeux lançant des éclairs de colère alors qu'elle le prévient de ne pas faire le malin. Son coup de pied a atterri avec une force dévastatrice, s'abattant vers Kinonz, mais il a réussi à lever les deux bras juste à temps pour prendre une position défensive. L'onde de choc du coup de pied a explosé dans un énorme flash de lumière, prouvant que la capitaine de la sécurité était bien plus qu'une gratte-papier. Escha tressaille sous l'impact, le cœur serré en voyant son protecteur se faire repousser. Kinonz dérape sur le sol, impressionné par la puissance brute des attaques physiques de la meuf. Bufeng sourit en coin, le narguant avec son titre alors qu'il réalise qu'il a sous-estimé sa vraie force. Il lui dit de s'écarter pour éviter de se blesser davantage, mais elle reste de marbre, affirmant que la violence ne lui donnera pas ce qu'il veut. Elle fait un geste vers l'otage, l'avertissant que ses actions irréfléchies ne font que mettre ceux qui l'entourent encore plus en danger. Alors que Kinonz remet en question sa logique, Escha sent que quelque chose cloche. Ce n'est pas juste un sermon, c'est une technique pour gagner du temps. En arrière-plan, les androïdes endommagés commencent à bouger à nouveau. Une unité se tient la tête alors que ses systèmes redémarrent, repassant en mode combat actif. Kinonz remarque le mouvement, les yeux écarquillés en réalisant que ces machines ne restent pas à terre. D'autres androïdes l'encerclent, mais il refuse d'abandonner Escha, même si c'est elle qui l'a piégé. Il donne un dernier avertissement à Bufeng d'arrêter les frais, parce qu'il a fini de jouer. La capitaine se contente de ricaner, suggérant que le parasite lui a déjà retourné le cerveau et qu'elle est en fait celle qui l'aide. Elle regarde l'horizon lointain de la ville, le comparant à un oiseau en cage qui n'a nulle part où fuir. Bufeng révèle que le capturer a toujours été son objectif, une confession qui laisse Kinonz pantois. Elle explique que sa valeur unique est la clé de sa promotion, assurant son poste de commandante du district 11. Avec son pouvoir sous son contrôle, elle s'imagine gravir les échelons et l'intégrer un jour à sa propre organisation d'élite. Elle le pousse à accepter sa nouvelle vie d'outsider, affirmant que son ancienne identité humaine est devenue une relique du passé sans intérêt. Avec un sourire calculé, la capitaine demande au jeune en armure s'il est prêt à rejoindre sa cause. Kinonz reste silencieux, son expression illisible derrière sa transformation alors qu'il digère son offre manipulatrice. Depuis sa position de captive, les yeux de Escha brûlent de colère, avertissant silencieusement Kinonz que Bufeng n'en a que pour le puissant esprit parasite. Elle se souvient de la souffrance des habitants des bidonvilles, des gens qui ont été conduits à la ruine par le même genre de promesses trompeuses et creuses. Kinonz finit par parler, son seul mot dégoulinant de scepticisme alors qu'il remet en question l'idée de coopérer. Bufeng s'impatiente, ses yeux perçants exigeant une réponse immédiate à sa proposition. Rejetant catégoriquement son offre, Kinonz met les choses au clair. Il n'a aucune envie de servir une bande de putains d'hypocrites égoïstes. Le sourire de la capitaine disparaît, son visage se crispant de frustration face à ce refus inattendu. Voyant que les mots n'ont servi à rien, Bufeng ordonne froidement à ses subordonnés de prendre le garçon de force. Les unités de sécurité préparent leurs armes, mais l'air se remplit soudain du bruit du métal qui se déchire et du béton qui éclate. Le toit s'effondre alors qu'une silhouette massive, bardée de chaînes, tombe d'en haut, interrompant la capture et choquant la capitaine. Le chasseur d'outsiders prévient l'équipe de sécurité de reculer, déclarant que le garçon est sa cible personnelle. Son atterrissage est violent, envoyant une onde de choc à travers le sol de l'entrepôt qui repousse les androïdes aux alentours. Kinonz se prépare, réalisant que ce nouveau venu est bien plus dangereux que les gardes de sécurité qu'il a affrontés. L'énorme chasseur soulève une lourde ancre de fer, les grosses chaînes cliquetant alors qu'il se prépare à frapper. L'énergie jaillit alors que Kinonz parvient à peine à bloquer un coup initial dévastateur de l'arme colossale. Le chasseur est étonnamment agile, bondissant en l'air avec un sourire maniaque alors qu'il poursuit son assaut implacable. Terrifié par l'escalade de la violence, Escha essaie d'appeler Kinonz, sa voix étouffée se perdant dans le vacarme du combat. Bufeng reste figé un instant, ses plans soigneusement élaborés jetés dans un chaos total par cet intrus non invité. Un des gardes tente une attaque surprise avec une masse,
mais l'impact contre la tête du chasseur semble à peine l'effleurer. L'énorme ancre est relancée, fendant l'air à une vitesse et une puissance terrifiante. Elle pulvérise un robot de sécurité avec facilité, forçant la capitaine à plonger pour éviter les débris. Le mec à moustache se présente à Bufeng, l'informant avec désinvolture que le jeune aux cheveux noirs est sa proie. Qin 11 observe l'échange avec méfiance, sentant une intention meurtrière émaner du mec qui éclipse tout ce qu'il a ressenti auparavant. Il est immédiatement forcé sur la défensive alors que l'ancre revient à la charge, s'écrasant contre ses avant-bras blindés. Le sol a explosé là où l'arme a atterri, témoignage de la force brute et écrasante de cette seule frappe. Le méchant se marre des efforts de Qin 11, se moquant de ses griffes et se demandant si c'est le mieux que l'autre puisse faire. Une frappe puissante enchaînée prend Qin 11 de court, l'impact arrachant un grognement de douleur au jeune en armure. Le chasseur ne lui laisse pas une seconde pour respirer, balançant son ancre dans un large arc punitif qui déchire le sol. Il révèle qu'il a traqué Qin 11 à travers tout le district, fournissant un effort considérable pour ne pas le perdre de vue. Avec un mouvement soudain et explosif, il propulse son arme en avant, implacable dans sa poursuite. Luttant contre cette force écrasante, Qin 11 a exigé l'identité de son nouvel agresseur tout en balançant un violent coup de pied vers le larbin du district 9. Le chasseur a bloqué sans effort son coup de pied avec l'énorme ancre, mais la force résiduelle de la frappe l'a fait reculer en dérapant. Il s'identifie comme un agent spécialisé envoyé par le seigneur Zhang Shen pour s'occuper des outsiders rebelles comme lui. Il avoue que même si l'esprit à l'intérieur de Qin 11 a une valeur inestimable, ses ordres sont de buter le garçon avant de réclamer la prime. Se léchant les babines avec une langue longue et flippante, le chasseur suggère qu'il pourrait même bouffer l'esprit lui-même. Qin 11 pige enfin. Cet homme est un prédateur de haut niveau de la légendaire guilde des chasseurs. Alors que la baston atteint son paroxysme, les subordonnés de Bufeng la regardent pour avoir des ordres, incertains de la marche à suivre face à ce nouveau venu sanguinaire. Alors que le chasseur se tenait face à face avec Qin 11, Hao a pris la parole, révélant qu'il est membre d'un groupe d'assassins mortels planqués dans la cité de l'Empereur Rouge, survivant comme mercenaires chassant les plus grosses primes. Leur réputation de machine à tuer de sang-froid les précède, leur valant le titre redouté de « chasseur d'outsiders » à travers le monde. En regardant le chaos, Bufeng serre les poings, sachant qu'elle ne peut pas laisser passer cette chance de devenir la commandante du district 11. Elle repense à son héritage en tant que fille de la famille Rakshasa, un clan qui a autrefois exercé un pouvoir et une richesse immense dans ce même district. Un sombre souvenir d'un domaine en flammes et de sa famille massacrée traverse son esprit. Le prix de la rébellion de son père contre leur sombre organisation. Déterminée à restaurer l'héritage de sa famille, elle se jure d'être la seule digne du siège de commandant. Au loin, le combat entre les deux colosses continue d'envoyer des ondes de choc à travers l'entrepôt industriel. Bufeng remarque que tant qu'il garde Esha en otage, le garçon n'a nulle part où fuir. Elle ordonne à ses hommes de rester en retrait, décidant de laisser le chasseur et Qin 11 s'épuiser mutuellement avant de lancer son dernier coup. Le chasseur lâche un rire maniaque, balançant son ancre massive avec une vitesse et une précision terrifiantes. Qin 11 est forcé dans une posture défensive désespérée, sa forme blindée devenant floue alors qu'il essaie de parer les lourds coups de fer. Une succession rapide de coups s'abat, les lourdes chaînes cliquetant alors que le chasseur poursuit son assaut implacable. Un coup direct fait reculer Qin 11, un grognement de douleur lui échappant alors que ses défenses commencent à céder. Avec un sourire de prédateur, le chasseur se prépare à porter un coup fatal, dans le but de mettre fin à la lutte ici et maintenant. La force de l'attaque propulse Qin 11 vers le haut, son corps s'écrasant contre le toit en tuiles de l'entrepôt. Sentant l'odeur du sang, le chasseur bondit à sa suite, sa carrure massive brisant la structure de soutien alors qu'il poursuit sa proie. Qin 11 se déplace rapidement sur le toit élevé, ses mouvements agiles alors qu'il essaie de se repositionner à l'air libre. Le chasseur atterrit lourdement sur le faîte, raillant le garçon pour avoir battu en retraite avant même que la vraie fête n'ait commencé. Il défie Qin 11 de se planquer, sûr qu'aucun coin de la ville ne peut le protéger d'un chasseur pro. Derrière son masque, les yeux de Qin 11 brûlent d'une intensité froide et calculatrice, son attention se détournant de l'affrontement direct. Le chasseur se moque de la lâcheté apparente du garçon, le narguant alors qu'il le poursuit sur les tuiles précaires du toit. En bas, Bufeng observe le toit avec méfiance, avertissant ses subordonnés que Qin 11 est bien trop malin pour simplement fuir. Elle remarque soudain une silhouette sombre perchée au sommet d'un conteneur juste derrière leur formation. Réalisant trop tard que la course-poursuite sur le toit n'était qu'une diversion, Bufeng crie un avertissement alors que Qin 11 se prépare à sauver Esha de ses ravisseurs.